Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Gabriel Begazo de CD Store. Tu es, au-delà de ça, un entrepreneur blockchain. Tu es également donc le cofondateur et le CEO de CD Store. Pour rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre, je te laisse dans un premier temps te présenter et nous parler de ton parcours et de comment tu en es arrivé à la blockchain. Avec plaisir, enchanté Magali et ravi de te revoir Antoine. Pour la petite info, on s'était croisé à Bruxelles avec Antoine. Donc moi, c'est Gabriel Begazo, cofondateur et COO de City Store. Alors pour rapidement un petit background de mon côté, moi je suis franco-péruvien. J'ai par contre fait toutes mes études en France, donc background d'ingénieur à l'INSA Lyon. Et donc très tôt en fait, j'ai été pris de passion par la blockchain, l'écosystème crypto, en parallèle de mes études d'ingénieur. Et donc j'ai découvert Bitcoin, je me rappelle plus d'ailleurs comment j'en ai entendu parler la première fois, probablement dans un article, mais en 2016. Bon, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, donc j'ai pas vraiment pu acheter déjà des premiers Bitcoin. Mais c'est comme ça, on va dire que voilà, en regardant sur Internet que des choses par rapport à la technologie, par rapport à la finance, ça m'intéressait, je suis tombé sur le Bitcoin. Et puis après, l'aventure entrepreneuriale commence vraiment avec CD Store, la boîte qui s'appelle CD Labs, fin 2021, donc en parallèle de mes études. Et donc, c'est là que tout commence grâce à Cryptosphère. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Cryptosphère. Voilà, c'est la première et plus grande association étudiante de blockchain et de crypto en France. Et donc, c'est en fait, moi, j'ai Raphaël, rejoint ouais, je crois que j'ai rencontré Raphaël, à l'ETH ici. tout à On a fait, rencontré ouais. Raphaël à l'ETHCC et alors j'ai peur de mélanger dans nos invités, mais il me semble que du côté de Refugi Capital, il y a des membres de Cryptosphère également. Tout à fait, tu as D'anciens une très bonne membres. mémoire, Magali. Bah, tout à fait, c'était Mathias Vallée, CEO de Refugee, qui était le président de Cryptosphère France, avec qui j'ai beaucoup échangé aussi. Bah, j'étais toujours à Cryptosphère à cette époque. Et donc voilà, donc c'est moi en fait pour la petite histoire, j'ai créé Cryptosphère INSA Lyon, donc l'antenne de Cryptosphère dans mon école d'ingénieur. Et c'est comme ça vraiment que j'ai pu connecter avec plein de gens de mon école, mais aussi de plein d'autres antennes de cryptosphère partout en France, qui étaient passionnés de crypto-monnaie, de blockchain. Et c'est comme ça, au final, que j'ai, de fil en aiguille, rencontré mes futurs cofondateurs de City Labs et que l'aventure de CD Store a commencé fin 2021. Alors, je ne sais pas si Antoine a prévu, puisque tu parles des futurs cofondateurs de CD Store, si jamais tu as prévu de les montrer ou pas, ça peut être le moment, Antoine. D'habitude, tu es beaucoup plus réactif. Excuse-moi si je te tends un piège. Là, Oui, j'aimerais bien en même temps que tu nous expliques, ce que c'est, l'utilité, Avec de plaisir, ouais. Store. exactement. Carrément. Carrément. Donc, pour vous expliquer, donc, CD Store, vraiment, notre vision avec mes cofondateurs, on est utilisateur depuis plusieurs années de la DeFi et de la CeFi. Donc, on reviendra sur la différence, effectivement, entre ces deux mondes. Mais il faut comprendre que dans l'écosystème crypto, il y a un peu ces deux mondes, le monde centralisé avec les échanges centralisés, donc ce qu'on appelle la CeFi, et il y a la DeFi. Et donc, nous, on sentait en tant qu'utilisateur d'écosystème crypto vraiment un manque de fluidité entre ces deux mondes de l'écosystème. Et donc, c'est ce qu'on essaye en fait de résoudre avec CD Store. Et donc, qu'est-ce que c'est CD Store? C'est une extension de navigateur, donc une extension Chrome, un peu comme un MetaMask par exemple, donc que vous pouvez facilement download sur n'importe quel navigateur, donc Chrome, Brave, etc. Et sur laquelle ensuite vous allez pouvoir connecter vos échanges centralisés. Donc aujourd'hui, on supporte les 12 plus gros échanges centralisés, donc Binance, Coinbase, Bybit, euh, Kraken, Gate.io, Bitfinex, etc. Donc, vous allez facilement pouvoir connecter vos échanges centralisés à notre extension, tout en restant avec les DeFi values qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire que nous, en fait, on stocke aucune de vos données là-dessus, donc tout est stocké sur votre ordinateur, donc on a la même sécurité que par exemple un MetaMask. Et donc voilà, vous allez connecter vos échanges centralisés, et ensuite vous allez pouvoir facilement interagir entre la CeFi, donc les échanges centralisés, et la DeFi. Et donc le principal but, ça va de faire un transfert. Donc vous allez pouvoir tout en restant sur n'importe quelle interface sur laquelle vous êtes, donc n'importe quelle DApp, une application décentralisée, transférer des crypto-monnaies que vous avez sur vos échanges centralisés vers la DeFi, et tout ça en 2 clics, en restant sur la page sur laquelle vous êtes. Donc voilà, notre but, c'est vraiment voilà, de fluidifier les transferts de liquidités entre les échanges centralisés et la DeFi. C'est un peu un gain de temps, en fait, l'utilité, c'est pour gagner du temps, et potentiellement éviter aussi de tomber sur, des fausses URL ou peut-être, aller sur un mauvais site ou enfin être déconcentré à un moment donné et qui fait qu'on clique, enfin, une attention qui n'est pas accrue et on peut, potentiellement perdre, des fonds. Donc je vois juste un gain de temps et peut-être augmenter sa sécurité.
Et du coup, il y a un fee? Vous prenez comment, vous fonctionnez comment, sur le swap? Mmh. Très, très bonne question. Donc pour l'instant, nous, il y a aucun fee, parce que donc là, on est vraiment encore, dans cette vision d'acquérir, un maximum d'utilisateurs, de commencer à se faire connaître. Donc actuellement, tout est gratuit. Le seul fee, en fait, que l'utilisateur va payer, bah, ça va être le fee de l'exchange. Parce qu'en fait, au Bien sûr, final, quand tu fais un transfert, bah, que ce soit avec nous ou sans nous, ça va être en fait les fees de l'exchange que tu vas payer, mais nous, on ne met pas de fee additionnel. Juste pour revenir sur ce que tu as dit avant, Antoine, c'est, effectivement, c'est vraiment pour l'utilisateur un gain de temps, essentiellement. Et le deuxième point que tu as souligné, effectivement, est très intéressant, c'est, de pouvoir vraiment, de pas se faire, hacker. On a vu qu'il y a pas mal de gens qui se font plutôt ficher ou en gros, ils vont copier-coller une mauvaise adresse qu'ils ont reçue, par exemple, dans un email et ensuite, bah, transférer des fonds de leur exchange vers une adresse pirate qui n'est pas la leur, en fait. Et donc nous, avec Seedistore, justement, on a tout un système de pré-filling, donc où en fait, par défaut, tu vas envoyer, tes assets sur ton DeFi wallet que tu as déjà. Donc après, tu es libre de pouvoir la changer, mais donc par défaut, déjà, on s'assure que tu envoies sur une bonne adresse. Et également, par défaut, il faut, pouvoir whitelister, l'adresse sur laquelle tu veux déposer. Et donc là, voilà, une reconfirmation par email est demandée, pour, voilà, whitelister n'importe quelle adresse. Donc ça, c'est vrai que d'un point de vue sécurité, c'est également intéressant pour les utilisateurs. Et par rapport, en fait, au fee, nous, notre plan, c'est qu'on va mettre un fee un peu plus tard, lorsque en fait, on va avoir une feature qui s'appelle Instant Protocol Deposit, qui arrive dans quelques semaines. Où là, l'idée, ça va plus être de faire un transfert de l'échange centralisé vers, en fait, ton DeFi wallet sur le bon network, parce qu'actuellement, c'est ce qu'on fait. On fait vraiment en 2 clics, un Mmh. transfert de ton, par exemple, Binance vers, bah, ton réseau Arbitrum ou Solana, donc n'importe quel réseau qui est couvert par les échanges centralisés. Mais en fait, l'argent, au final, elle arrive sur ton wallet, ton DeFi wallet. Ça peut être MetaMask, Rabby, Phantom, n'importe quoi. Et là, dans quelques semaines, on va pouvoir directement le faire en 2 clics, de l'échange centralisé vers le protocole DeFi directement. Donc c'est-à-dire qu'en 2 clics, on va pouvoir investir ton argent que tu as, tu vas pouvoir investir l'argent que tu as sur, par exemple, Binance, vers, par exemple, une pool, de liquidité, Morpho, AAV, par exemple, ou par exemple, dans le cas des perpetual DEX, l'investir directement, dans, en fait, leur DEX, ce qu'on appelle leur smart wallet account. Et donc c'est à ce moment-là où on se dit que, OK, en termes d'UX et en termes de gain de temps, on sera encore, enfin, beaucoup plus, intéressant pour l'utilisateur. Donc c'est à ce moment-là où on va prendre un petit fee, et on fera d'ailleurs du revenu sharing sur ce fee avec nos partenaires. Donc c'est aussi une source de revenus intéressante et un argument, pour nos partenaires qui sont, bah, des wallets, des dApps, des fondations aussi, pour nous intégrer. oui, il y avait de plus en plus de solutions, moi, j'avais été étonné par, l'expansion de Defilama. Je crois aussi Mmh. l'agrégateur, Defilama maintenant propose aussi, de pouvoir rentrer dans des stratégies très complexes, mais en un clic, et on peut observer aussi, les différents yields, sur, les différentes, chaînes et toujours se mettre à jour. C'est vrai que c'est très puissant et je trouve que l'outil a vraiment, et ils arrêtent pas et l'évolution est bonne en tout cas, pour la défi. Ça permet de mieux voir les choses donc c'est cool, de tout pouvoir faire en un clic parce que parfois c'est vrai que c'est assez difficile et pour onboarder les personnes, pour ajouter les chaînes, pour, voilà, c'est pas Justement, est-ce que le fait d'onboarder, sur Cdistore, tous ces pardon Antoine, je non, t'ai bien sûr. le fait d'onboarder comme ça sur Cdistore autant de partenaires, tu parlais de fondations, alors là, on n'a plus sous les yeux, mais tout à l'heure, on a pu voir Arbitrum, ZK-Sync et cetera. Comment ça est-ce que ça a été, simple de coordonner tout ça en termes, d'entrepreneuriat? Ou à l'inverse, c'est un bon parcours du combattant comme on peut Mmh. le connaître parfois? Ouais, Donc, tout à je fait, bah, c'est voilà, vrai que ça a été, j'aurais pas aimé savoir simple du tout. comment, Ouais, ouais. comment tu as pu aborder un peu Ouais. tout ça? Parce qu'en plus, vous avez énormément de partenaires. Mmh. Bah, c'est gentil. C'est vrai qu'on a souvent ce retour que là, on a de plus en plus de partenaires et c'est vrai que là, en ce moment, ça se passe assez bien. On sent ce qu'on appelle un snowball effect, effet boule de neige, où en fait, Mmh. bah, je vais l'expliquer, mais plus on a de partenaires, plus c'est facile. En fait, c'est quasiment partout comme ça dans le business, dans l'entrepreneuriat. Mais donc effectivement, pour moi, avec plaisir pour partager nos difficultés, on en a toujours, hein. C'est pas comme si là, tout fonctionne bien. Il y a encore beaucoup de réflexion de notre côté, d'un point de vue produit, d'un point de vue marketing. Là, on est en pleine levée de fonds aussi. Donc c'est pas évident non plus, même si là, il y a pas mal d'investisseurs qui sont intéressés, des potentiels leads, c'est quelque chose qui prend du temps, des ressources. Donc, bien sûr, la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille.
Mais pour effectivement t'expliquer, nous, comment ça s'est passé, cette acquisition de partenariat, il y a eu beaucoup de ouais, il y a eu beaucoup on va dire de hauts et de bas, de remises en question. C'est-à-dire qu'au début déjà, quand on a créé en fait la boîte fin 2021, la vision était toujours la même, fluidifier, les transferts et les échanges entre CeFi et DeFi. Mais en fait, au début, on voulait le faire de manière différente, donc on avait 2 produits. Donc ça déjà, première erreur potentiellement d'entrepreneur, même si pas mal de nos investisseurs nous avaient un peu mis en garde, même si pour nous, ça faisait beaucoup de sens d'un point de vue produit et vision. En fait, on avait 2 produits et ça, du coup, en termes d'exécution, compliqué puisque d'un point de vue exécution, on était une équipe assez petite, on est toujours assez petit, on est 8. Donc ça, compliqué aussi de développer 2 produits. D'un point de vue marketing aussi compliqué, parce qu'on avait 2 noms un peu, on avait 2 brands. Donc voilà, beaucoup d'erreurs là-dessus. Au final, là, on s'est vraiment focus sur un produit et puis après pareil, on a fait quelques erreurs dans un premier temps, on se concentrait uniquement sur une stratégie d'acquisition, B2C. Donc c'est-à-dire que notre base utilisateur est vraiment du retail, des utilisateurs crypto comme je pense vous et moi qui ont par exemple un MetaMask, donc qui sont sur la DeFi mais qui ont au moins un échange centralisé. Et du coup, notre but, c'est de leur faciliter la vie. Et sauf que du coup, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on essayait juste d'acquérir ces utilisateurs finaux. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment en fait de cas d'usage concret vu qu'on n'avait pas de partenaire côté DeFi et c'était très dur en fait d'aller un par un. On n'avait pas mis de budget marketing aussi, on avait peu d'argent. Donc au final, ça a pas été très concluant d'essayer vraiment d'aller chercher un par un les utilisateurs. Et donc depuis, en fait, je dirais, fin 2023, donc c'est assez récent en réalité, on a vraiment shifté sur une stratégie, une go to market comme on dit, une go to market stratégie vraiment B2B2C, où là, du coup, on va plus se concentrer à faire en fait, donc du biz development avec nos partenaires. Donc qui encore une fois sont des fondations, comme tu en as cité quelques-unes. Il y a l'ENEA aussi avec qui on travaille beaucoup. Il y a les DApp, donc les DEX, les Lending Borrowing Protocol, les Yield Aggregator, et en fait bientôt des wallets, des DeFi wallets. Et donc là, notre but, c'est OK, de faire un partenariat avec eux, qu'ils intègrent notre solution sur leurs produits. Et c'est en fait acquérir leurs utilisateurs. Donc on va faire du co-marketing. Eux, c'est dans leur intérêt parce qu'on leur ramène de la liquidité qui vient des exchanges. Et donc, c'est comme ça que nous, ensuite, on fait du co-marketing et eux ont déjà une audience, une communauté qui est engagée. Et donc, nous, comme ça, on n'a pas besoin forcément de faire ce travail d'inquisition des utilisateurs finaux, mais on va convertir la base utilisateur, une partie du moins de la base utilisateur de nos partenaires. Et donc, c'est avec cette stratégie qu'on a commencé. Et par contre, au début, forcément, c'était quand même très, très compliqué. Étant donné que quand tu es personne, voilà, ils te disent, oui, c'est cool ce que tu fais, mais est-ce que tu peux me prouver que ça marche? Et en fait, non, au début, tu as besoin d'un design partner, voilà, d'un premier partenaire et c'est souvent le plus dur à convaincre parce que tu dois trouver quelqu'un qui te Mmh. fait confiance, qui croit en ce que tu fais. Il peut avoir des craintes sur l'équipe. Est-ce qu'on est potentiellement des voleurs ou quoi que ce soit? Et donc voilà, au début, très compliqué. Et après, au fur et à mesure, bien plus simple. Parce que maintenant, effectivement, quand on montre avec qui on travaille, nos chiffres qui sont en pleine croissance, notre nombre d'utilisateurs, la quantité d'assets qu'on a transférés, on va dire que c'est plus facile. Et il y en a qui même leur due diligence, c'est-à-dire leur investigation sur la team, à quel point on est sérieux, etc., est juste beaucoup plus rapide puisqu'ils voient qu'on travaille avec des partenaires solides, quoi. Non, puis ça, c'est une réalité, vu que l'écosystème est petit, Mm, et encore petit. Alors je veux pas il est pas verrouillé pour autant parce que je trouve qu'on peut mm, quand même, rentrer dedans et cetera. Toutefois, vu que l'écosystème est petit, s'il y en a un qui est frileux, il se mm. passe le mot et tu sais qu'ils seront, tous frileux. À l'inverse, tu as un VC qui je sais plus qui est-ce qui nous disait ça, il y a un VC qui rentre dedans, tous les autres, ils regardent même plus les due deals, tout ça, ils regardent plus, c'est bon, ils y vont. Donc ça, Très vrai, très vrai. Mmh, ça c'est ça crée une ambiance un peu particulière dans l'écosystème, mais qui est assez vraie, enfin, c'est super intéressant. Pardon Antoine, je te laisse. ça me rappelle, tu sais, la solution où Binance avait ouvert au départ la BSC et Mm, c'était vraiment très simple et on cherchait pour rentrer dans la défi et finalement, bah, c'est encore un pont, très cool, hein, niveau sexe pour après atterrir sur, maintenant je crois que c'est la BNB Chain, mais qui reste, voilà, les solutions parce que beaucoup cherchent en fait un pont rapide entre, la plateforme d'échange, le fiat pour après, transformer ça, en stablecoin et ça me faire mumuse après, sur un défi. Donc, je sais qu'il y avait ce pont-là qui était apprécié et souvent les chaînes en question des échanges étaient appréciées à une période, donnée, pour faire passer, bah, les fonds, d'un côté et d'un autre. Donc c'était, ouais. Non, totalement. Et le mettre à un wallet me paraît complètement,
enfin, être intégré parfois à certaines solutions de wallet qui n'ont pas aussi, de swap ou, de solutions comme ça. Heu c'est vrai que si ça peut leur faire gagner du temps et que vous mettiez ça en place rapidement, ça peut être un win-win, c'est je vois vraiment, l'utilité en Mmh, tout cas pour, les personnes qui se mettent d'un coup à utiliser un wallet, puis se dire: «Ah tiens, j'ai une fonctionnalité en plus qui est vraiment sympa». C'est mmh, difficile après pour les personnes qui ne connaissent pas du tout à relier, ça fonctionne sous API, l'échange nous demande de se connecter. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour les gens qui sont frileux, mmh, sur, le premier log à faire quand mmh, tu installes, du coup, tu downloads le wallet? Et après, sur la solution, pour se loguer, mmh, est-ce que tu dois le faire à chaque fois? Est-ce que tu te logs qu'une seule fois? Et voilà, c'était mes petites, questions comme je l'ai pas fait. Je t'avoue, Gabriel. mmh. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Très clair. Non, écoute, très bonne question et c'est vrai que pour nous, notre plus gros challenge, c'est le début, c'est à l'onboarding puisque nous, notre solution actuellement, quand une fois que tu es log, une fois que tu es onboardé, l'expérience utilisateur est assez incroyable. On a des super retours là-dessus où globalement en 30 secondes, tu vas pouvoir vraiment faire cette action alors que de base, ça te prendrait 5 minutes. Hem et donc oui, là, actuellement, l'onboarding, il y a 2 manières en fait de le faire. Donc c'est via API, comme tu l'as dit, pour la majorité des échanges centralisés. Donc, la majorité des échanges centralisés, c'est donc tu vas choisir quel échange centralisé tu veux, connecter à notre solution. Donc on a la liste, comme j'ai dit, il y en a 12 actuellement et donc, tu le sélectionnes. Ensuite, tu vas sélectionner les droits que tu veux donner, à cette clé que tu vas créer. Donc, il y a les droits de read, donc pour juste visualiser tes assets, les droits de trade, pour trader en fait tes assets directement dans notre extension. C'est-à-dire que nous, l'utilisateur, il va pouvoir aussi trader n'importe quelle crypto-monnaie qu'il a sur ces exchanges, mais directement dans notre extension ou directement sur une de nos dApps partenaires. Donc ça peut être intéressant. Juste pour vous donner un cas d'usage, imaginons qu'il y a quelqu'un qui veut découvrir l'écosystème Solana et ben, il a pas de Solana. Et donc en fait, bah, il va pouvoir utiliser n'importe quel token qu'il a sur son exchange, donc par exemple BTC, USDT, n'importe quoi, faire un trade donc off-chain sur l'exchange, mais dans notre solution pour du Solana et ensuite envoyer ces Solana sur une nouvelle adresse, par exemple, Phantom. Donc ça c'est un use case qui est assez intéressant et donc pour revenir sur l'onboarding, donc pour la majorité Il des faut que vous exchanges, donc passez par Rango ou vous passez par des solutions comme ça après? Vous choisissez quelle route après dans la réalité des choses? mmh. Vous passez après par, quelle, solution du coup pour, le chemin ou pour trouver le meilleur chemin? Donc pour l'instant, vraiment pour l'instant, nous, il Des y a vraiment pas bridges? d'interaction. Non, en fait, pour l'instant, ça c'est dans la roadmap, mais pour l'instant, il y a pas de choses vraiment avec des bridges ou des DEX. Nous, vraiment, le trade, il va se faire off-chain, donc c'est un trade qui est fait côté exchange, tu vois? Et ensuite, on va faire un send, donc de ce nouvel asset qui a été tradé, tu vas l'envoyer, mais en fait, c'est comme si tu faisais un withdraw, un send de ton Mmh. exchange vers la DeFi, tu vois? Donc là, il y a pas d'interaction, de bridge, même si souvent on dit qu'il y a pas mal de nos utilisateurs qui bridgent leurs assets via les exchanges. Donc c'est-à-dire, je m'explique, imaginons que, et ça peut être c'est un cas d'usage assez intéressant pour, par exemple, si je veux gagner du temps et parfois ça coûte moins cher qu'utiliser un vrai bridge. Donc imaginons, par exemple, tu veux envoyer des ETH, des ETH sur par exemple, Arbitrum et que en fait, tu en as sur Ethereum. Et ben, en fait, si tu utilises le bridge officiel, par exemple, d'Ethereum ou de Arbitrum, ça va prendre parfois 20 minutes, ça va te prendre beaucoup de temps aussi et beaucoup d'argent. En termes de frais de gaz, en fait, les bridges on-chain, c'est quelque chose qui prend beaucoup de consommation de gaz. Alors que Certains du coup, autre cleaners chose que tu peux faire, tu vois? certains C'est ça. cleaners sur airdrop. Et du coup, si tu vois, ce que tu peux faire avec les exchanges, c'est tu fais un transfert de tes ETH sur ton Binance, par exemple, et ensuite, bah, en fait, tu sends de ton Binance vers, par exemple, un réseau Arbitrum. Et ça, du coup, en fait, bah, tu auras juste fait 2 transferts et parfois 2 transferts, en fait, ça coûte beaucoup moins cher que faire un bridge. Donc il y a beaucoup de nos utilisateurs qui utilisent les exchanges pour bridger leurs assets. Et pour revenir sur l'onboarding, donc voilà, tu sélectionnes les droits que tu veux donner à ta clé et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment essayé de fournir, en fait, le flow, le tuto d'onboarding le plus optimisé possible pour l'utilisateur. Donc en fait, on a vraiment un tuto personnalisé, donc étape par étape, par exchange. Donc en fonction de l'exchange que tu veux, en fait, on va vraiment te guider, on va te rediriger sur la page, de API management de l'exchange et ensuite, en fait, vu qu'on a une extension, on peut montrer, en fait, le tutoriel directement sur la web app de l'exchange. Donc, on te dit vraiment étape par étape ce que tu dois faire. On montre des screenshots, on lui dit: «Voilà, tu dois cliquer sur tel ou tel bouton, tu dois sélectionner tel droit. Ici, tu rentres le nom que tu veux donner à la clé» et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Il crée la clé et ensuite il la copie-colle dans notre extension et donc ce qui est important, c'est que ces clés, sont stockées vraiment côté client donc nous, on stocke rien. En fait, c'est pour ça, au final, qu'on a
on a pris, le choix de cette extension parce qu'il y a quand même forcément cette friction à l'onboarding, comme je viens de le dire, où l'utilisateur doit télécharger notre extension, ensuite se connecter aux clés API. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est vraiment d'un point de vue sécurité, pour qu'en fait l'utilisateur il soit toujours en fait possesseur de ses clés, de ses informations. Et que par exemple, à aucun moment, on va lui demander de nous donner son mail ou son mot de passe de Binance. Ça, pour nous, c'est impensable et c'est en dehors en fait des valeurs prônées par la DeFi, quoi. Non, puis c'est important, je vois certains même sexes, renouvellent, les clés API, de temps en temps, parce que Ouais, aussi pardon. Mhm. non, mais il y a c'est des protections, hein, de toute façon, parfois faut mieux remettre un coup de sécurité et Tout réeffacer à fait, les ouais. API et se remettre à jour que de laisser, les mêmes pendant, plusieurs années, mois. Heu, Exactement. Ouais, aucun compromis sur la sécurité, ouais. est-ce Et que c'est Est-ce que tu dis-moi? pourrais revenir juste sur l'équipe? Moi, ça m'intéressait énormément parce que c'est vrai que, tout est beau, mais comme tu as dit, vous étiez un petit nombre et je Mhm. suppose quand même pour assurer ça dans les moments hauts, les moments bas. Est-ce que, je vais présenter tout de suite, les 2 les 8 personnes du coup, Mhm. mais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus du coup? Et j'avais vu, hop, j'étais là, sur l'équipe, parce que je ne les connais pas du tout Mm. et Ouais, ça m'intéresse avec plaisir, énormément. ouais. Totalement, totalement. Donc ouais, on est 3 cofondateurs, chez City Store. Donc, il y a Pierre, mon CEO, qui est aussi, pas mal sur la partie produit, CPO aussi. Donc que j'ai rencontré justement à un event, c'était, Surfing Bitcoin en 2021, donc grâce à Cryptosphère, parce que lui, Ah, il j'y était à étais, Cryptosphère, ah ouais, et en 2021 aussi? ouais. Excellent, excellent. Bah, voilà, c'est comme ça que nous, tout a commencé, tu vois? On s'est rencontrés avec Pierre. C'est l'idée, vient de Pierre d'ailleurs, de cette vision vraiment de connecter, fluidifier CeFi et DeFi. Et donc très rapidement, voilà, il cherchait un cofondateur, ça a très bien matché entre nous. Donc on s'est associés. Ensuite, moi, j'ai ramené Nikita dans le projet, que je connaissais en fait via Cryptosphère, mais il était dans mon école d'ingé, donc à l'INSA Lyon. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé, tous les 3. Il y a très rapidement le 4e, qui nous a rejoint, Canberra, donc qui lui est plus dev et maintenant côté vraiment partie product. Et ensuite au fur et à mesure, on a onboardé assez rapidement un 5e alternant, développeur. Et puis après on a fait une levée de fonds, du coup fin 2022, qui nous a permis de recruter un peu plus de développeurs et également on a 2 BizDev, donc des business développeurs et qui nous aident beaucoup, bah, sur la partie justement, accélérer les intégrations avec des nouveaux partenaires. Et là, ce que tu montres, effectivement, on a aussi des advisors, voilà, qu'on sollicite. On fait souvent des calls une fois par semaine ou 2 fois par mois au moins. Donc avec Ludovic Simon, ouais, sur la partie growth, acquisition, parce qu'il était le head of growth de Ledger, donc ça, très intéressant sur la partie retail. Il avait ensuite lancé sa boîte, Riverflow, donc c'est une boîte focus sur la data. Donc super, super gars, vraiment je vous recommande, potentiellement de l'inviter prochainement. Clarisse Agege aussi, donc founder de Defense, qui est une solution, donc ce qu'on appelle un custody provider. Donc ça, c'est vraiment dans le monde institutionnel de la crypto, mais très belle boîte qui était aussi, à Station F, incubée à Station F, qui a fait, de très belles levées. Ils ont fait une série A, ils ont levé plus de 15 millions et actuellement, ouais, une très belle boîte qui, elle, nous aide beaucoup sur la partie vraiment plus business, levée de fonds, et institutionnel, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais on est en train de vendre aussi notre produit, donc sous forme de technologie. Donc là, vous pouvez oublier l'extension, tout cette stratégie B2B2C, mais en fait, notre tech, qui est en fait cette agrégation des échanges centralisés, cette infrastructure, en fait, on la vend sous forme de code et sous forme de licence à, bah, par exemple, Defense, et d'autres institutionnels. Donc, très intéressant d'avoir, son retour d'expérience sur ce marché qui est quand même assez différent du monde de la DeFi. Et puis Nicolas Baca, ouais, qui est investisseur, chez nous et qui est adorable et nous aide beaucoup sur beaucoup de choses, bah, de par son réseau, sur la veille technologique et sur aussi des reviews techniques, en fait. C'est-à-dire, avec lui, on a étudié 2-3 possibilités, par exemple, comme, pouvoir stocker les clés API sur une ledger. Et donc ça, on sait que c'est possible. C'est quelque chose qu'on a prévu de faire, en fin d'année. Donc, voilà quelques-uns de nos advisors, ouais. Non, super, tu es bien entouré, puis, aussi j'avais vu les investisseurs. Mmh. C'était, très éprouvant la première re levée de fonds comme expérience, en souvenir, pour, Mmh. quelqu'un enfin, j'aime bien Magali, elle pose souvent cette question, mais, enfin, Parce que heu, nous, alors là, je vais faire, les auditeurs sont habitués, c'est ma toute petite parenthèse JDC Journal du Coin. Avec Sur le plaisir. journal
Bitcoin, tout ce qui est levée de fonds, etc., on traite énormément, bien sûr, et on suit. C'est important de savoir qui investit dans quoi. Pour aussi parfois, il y a des investissements qui passent inaperçus là, et puis dans 2 ans, ce sera la prochaine narrative, la prochaine tendance, enfin voilà. Et du coup, oui, souvent, je suis toujours souvent intéressée par les levées de fonds parce que je me dis, premièrement, que ça doit être une pression assez importante. Je me dis également que vous travaillez avec énormément d'acteurs. Là, tu en parlais. Tu as des gens aussi bien comme Baka, qui sont quand même euh, des acteurs très importants dans notre écosystème. Et tu as des gens qui sont plus disponibles. On a vu Pablo Vera dans vos investisseurs, par exemple. Pablo, ça reste quelqu'un, attention, c'est en protocole, c'est la GLD et tout, enfin, la ULD, pardon. C'est un stablecoin euro qui monte. Toutefois, il est disponible, il est accessible. Et du coup, voilà, les levées fonds. Comment ça se passe, par exemple, avec la régulation? Comment Aubin, Aubin Bala, Ba- Aubin Balastrier, qu'on a reçu de Crypto Academia, oui, c'était sa première levée de fonds. première levée de fonds. Et il nous racontait, il peut pas être bon partout, donc il y travaille vachement et c'est angoissant, tout comme une première fois. Savoir se Ouais, pitcher, enfin voilà, c'est tout un tas de choses. on est Donc curieux. toujours, je suis curieuse de savoir un petit peu donc comment se passe votre levée de fonds et également si jamais, certains de nos auditeurs qui sont, des investisseurs particuliers, est-ce qu'ils peuvent, vous soutenir et participer, à Mmh. votre fonds? Très clair, très clair. Du coup, avec plaisir pour partager mon retour d'expérience sur la première levée. Donc, c'était notre première levée avec tous mes cofondateurs. On n'avait jamais vécu ça, effectivement. Donc, c'est vrai que c'était assez particulier parce qu'en plus, on n'était pas encore en, à temps plein, en fait, hein. On était encore en études tous avec Mmh. mes associés. Donc, ça, c'est assez impressionnant. C'était assez intéressant, on va dire. Euh, donc, oui, c'était une aventure super intéressante, très excitante parce que, ouais, c'est aussi ce que j'aimerais dire à nos éditeurs, c'est que il y a beaucoup de gens, ouais, qui fantasment en fait sur la levée. Il y a et les gens en général qui n'en ont pas fait trouvent ça, voilà, entre guillemets «très stylé», incroyable et c'est vrai que c'est excitant. Mais Oui, après, par exemple, pour l'avoir fait tous les cofondateurs après tous les entrepreneurs qui ont fait une levée, ensuite, une fois l'avoir fait, en fait, ils ont Ils pas forcément voyagent. envie d'en refaire une. Non. Parce que juste, oui, ils ont pas je il y a vois aucun non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça fait partie du taf, en fait. voilà, parce que c'est ça, mais c'est aussi parce que c'est, comme tu l'as dit Magali, c'est quelque chose de très prenant, très, très stressant. Et en fait, moi aussi, j'aimerais dire à des entrepreneurs actuels ou des futurs entrepreneurs de pas forcément fantasmer sur une levée et de se dire que c'est une finalité, parce que déjà, forcément, c'est pas une finalité en soi. Et aussi de pas penser que c'est que en levant qu'on peut réussir. Puisque voilà, une levée de fonds, ça implique aussi pas mal de choses. Donc déjà, c'est beaucoup de temps. Voilà, une levée de fonds, ça prend beaucoup de temps en général quand même. Donc, c'est du temps passé à ne pas développer le produit, à pas développer le business. Donc, ça, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis après, du coup, ça implique potentiellement, nous, pour l'instant, c'est pas notre cas, mais ça peut impliquer moins de liberté. Des investisseurs qui mettent la pression sur de Des fortes engagements hausses, aussi. des engagements, effectivement. Donc, et puis aussi, techniquement, voilà, on se dilue, donc on perd des parts de la société. Donc, si en fait, moi, mon point, c'est que si vous pouvez faire sans lever et full bootstrap, comme on a dit, enfin, comme on dit, je pense que c'est mieux. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment considérer cette idée et pas juste se dire lever, c'est un startup égale lever, pas forcément, pas forcément. En tout cas, nous, notre retour, c'est que oui, ça n'a pas été évident, c'est sûr, ça a pris relativement du temps, ça a pris 5 6 mois, ce qui en fait dans le monde traditionnel est assez court, dans le monde Web3 plutôt normal, voire un peu long. Et il y a eu beaucoup de hauts et des bas, donc voilà, beaucoup comme en fait, dans la vie d'un entrepreneur sur tous les sujets, hein, mais là vraiment beaucoup de les montagnes russes un peu en termes d'émotions, puisque parfois il y avait eu vraiment des promesses d'investissement, beaucoup de promesses au final qui n'ont pas conclu, en action. Donc voilà, pour dire, En plus, voilà, on a été dans un marché qui a été là, si c'était ces derniers mois, il y a eu un bel mmh, élan avec les ETF Bitcoin et patatras. Donc du tout coup, à tu as fait, peut-être eu des gens, super chauds et puis 2 semaines après, mmh, bah, finalement, est-ce que c'est effectivement. vraiment le run ou pas? Bah, Voilà. ça, ouais, ouais, donc ça, c'était surtout pendant notre première levée qu'on a senti ça parce que donc nous, on avait levé 2e semestre de 2022. Donc voilà, entre mai et décembre à peu près 2022. Et donc au début, fin mai, c'était à peu près la fin, j'ai l'impression, je crois, du bull run. Donc ça, tout allait très bien. Et après, voilà, on a eu beaucoup de promesses d'investissement. Et ensuite, il y a eu donc FTX.
qui a crash et Terra Luna. Donc on s'est pris un peu ces 2 grosses, épisodes en plein pendant notre levée et donc ça, forcément, ça a été compliqué parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent, d'autres investisseurs pas full Web3 crypto qui, du coup, ont perdu confiance dans l'écosystème crypto, qui ont arrêté de déployer leur capital. Donc voilà, beaucoup de hauts et de bas. Au final, on a pu clôturer comme on le souhaitait, en fin 2022, et il a continué à se développer. Mais oui, donc c'était assez prenant. L'avantage, entre guillemets, c'est qu'on a levé aussi sans produit qui était live déjà. Donc en fait, on pouvait, entre guillemets, Pierre et moi, en fait, on s'est concentré quasiment que sur ça. Donc voilà, on a dépensé quasiment tout notre temps à la levée. Chose qui est, plus possible, par exemple, maintenant. Et donc ça, c'est plus compliqué parce que quand on fait une autre levée, donc là, on est sur une seed. Avant, on faisait une pré-seed. Donc en pré-seed, en Mmh. général, c'est justement ça. Parfois, ouais, c'est très souvent pré-lancement du produit, pré-traction commerciale. Là, on est post quand même traction commerciale. On est un peu dans le PMF, le Product Market Fit. Et là, c'est là où c'est plus compliqué parce que on a des partenaires, on a des utilisateurs. Donc il y a en fait tout le navire en fait à continuer à manœuvrer. Et en parallèle, il faut faire cette levée de fonds qui prend beaucoup de temps, parler à des investisseurs, les éduquer, réfléchir à une stratégie, travailler sur le deck, la data room. Voilà, il y a énormément de documents à préparer, faire beaucoup de calls. Et donc voilà, ça c'est vrai que je sens personnellement que c'est plus challengeant de faire une levée, une seconde levée plutôt qu'une première. Après, on peut aussi s'appuyer sur quand même des beaux chiffres, des beaux partenaires, un réseau qu'on a développé. Donc on va dire qu'il y a des choses plus faciles et il y a des choses plus compliquées. Ouais. Mm. Mmh, très intéressant. Merci pour ce retour, merci parce qu'à chaque fois j'aime bien les levées de fonds et puis c'est toujours pas facile en bull market, en bière. Mm. Il y a toujours la réticence, de certains investisseurs qui attendent des résultats alors que la solution n'est pas lancée. J'ai quand même retenu que quand même dans votre modèle business, je n'avais pas encore entendu tout à l'heure comment enfin, pour l'instant, vous ne pensez pas à des revenus, mais comment vous allez penser à attirer du coup, des revenus Oui, et on en a parlé. Mm. Pardon. Oui, mais mais alors je vais développer, ouais, bien sûr. ouais, C'est c'est vrai juste qu'en comment ouais. après du coup, la partie rentable pour les investisseurs quand on fait une deuxième partie de levée de fonds, du coup, est-ce que, CD Store a une partie, rentable ou va atteindre là un point de rentabilité dans quelques temps, mois, années? Mmh. Oui, bien sûr, du coup, c'est quand même c'est le but, hein, tout à fait d'être rentable et même d'être plus que rentable. Après sur quel, time frame, donc ça plutôt pas tout de suite, hein, donc plutôt je pense 2025 voire 2026. Hem et donc ouais, donc sur le business model, donc là, je disais que sur ce produit-là, en fait, donc c'est vraiment pour l'instant, tout est gratuit, mais on va mettre un cut, donc un petit fee sur le montant transféré une fois qu'on aura, en fait, la feature Instant Protocol Deposit, donc qui va permettre, en 2 clics, de transférer des exchanges vers le protocole directement au niveau du smart contract. Donc c'est à ce moment-là où, en fait, on est encore en train de je pense qu'on va tester différentes choses, mais probablement peut-être soit un petit montant, donc par exemple, 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes maximum, soit un petit pourcentage du montant transféré, donc à voir. Et par contre, là, actuellement, on génère quand même aussi déjà du cash, mais pas sur ce produit, mais plus sur justement, la partie plus vraiment B2B institutionnelle que j'ai expliqué tout à l'heure, où en fait, quand on vend notre technologie, en fait, sous forme de licence. Donc là, actuellement, on a deux clients, qui payent cette licence et donc c'est comme ça qu'on génère, du cash. Après, on n'est encore pas rentable, hein, pas D'accord. Non, mais cette solution d'adapter parfois, j'ai entendu, quelques autres, projets aussi qu'ils déploient leur solution. En fait, ils adaptent carrément, toute la solution, mmh. pour un client, et qui la personnalisent, hein, même. Mais voilà, ils Tout à fait, c'est un peu ça, ce qu'on appelle un peu du white label. Donc c'est un peu ça, en fait, nous, on vend notre tech et après c'est eux qui intègrent, en fait, ce qu'ils veulent. Ils piochent, en fait, les éléments dans notre SDK, Software Development Kit, qui les intéressent. Donc, quel exchange, quelle feature, voilà, que ce soit pour de la lecture, du trade, du transfert. Donc là, tout est customisable. c'est la limite, mieux parce que du coup, c'est les entreprises qui payent et pas le retail. Donc, si c'est plutôt ce modèle-là qui vous rentabilise, le produit, au contraire, ça Mmh. peut être, c'est très intéressant. Totalement. C'est vrai que là, on se focus pas mal là-dessus, hein. Pour être honnête, là, on se focus pas mal sur ce modèle et même c'est un modèle qu'on pourrait vendre justement à des wallets parce que comme tu disais tout à l'heure, Antoine, les wallets, ça pourrait être ça ferait totalement sens en fait qui nous attaquent. Là, il y en a beaucoup avec qui on discute, puisqu'en fait, ils ont souvent déjà des intégrations fiat on-ramp. Donc, voilà, ils peuvent intégrer MoonPay, Transact, ce genre d'acteurs qui permet à l'utilisateur, d'acheter des crypto-monnaies en fait, via une carte bleue.
Et bah, du coup, en addition de ça, il pourrait proposer, nous, comme on le voit, c'est un CX, Centralized Exchange on-ramp. Et donc là, pareil, en 2 clics, faire un transfert de ton Binance vers, par exemple, ton Phantom, ton MetaMask, ton Rabby, et cetera, quoi. Nous, on a reçu, tu vois, la solution de Mon Pèlerin et Mmh. Ouais. par Arnaud et qui reste aussi un truc, avec juste un bridge, un wallet D'accord. et c'est différent, mais c'est Mmh. aussi des solutions, toutes simples pour le retail, qui C'est ça, permet ouais, c'est à des solutions complémentaires, en fait. Mmh. ouais. Tu as aussi, Only Dust, je crois, ça s'appelle. Mmh. Pareil, avec ce qu'ils appellent leur fonctionnalité, c'est le Magic Link. Alors eux, petit disclaimer ici, puisque, Only Dust, il peut y avoir, crypto exotique et cetera. Il le dit lui-même. Là où j'ai l'impression que CD Store, propose un cadre, quand même, plus bien, pas, c'est pas une histoire de Mmh. bienveillance, mais plus sécurisé, plus sécurisé. Mmh. Et dans un sens, parce qu'en fait, ça oppose un petit peu, on a tendance à opposer CeFi et DeFi, c'est-à-dire la finance centralisée, la finance, décentralisée. Toutefois, c'est une forme de protection si tu as, quelqu'un qui débarque dans l'écosystème. Je me dis que ça peut être plus intéressant de passer par, de mettre les mains dans le cambouis et de céder d'un CD Store que d'aller, directement, sur des gros exchanges, où, on pourrait un petit peu, nuancer justement leur centralisation, quoi. Mmh. Donc du coup, j'en viens à ma question, excusez-moi, j'ai du mal à la sortir. Est-ce que vous, au-delà du fait de faire ce lien, est-ce que vous pouvez également onboarder vos utilisateurs sur un protocole et un peu faire, du coup, le sens inverse qui est de leur dire: «Bon, bah, maintenant tu as découvert, avec CD Store, va te frotter à Zcasing directement» et Mmh. cetera. Alors tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure et pour compléter la question, je pense, surtout au airdrop quand je dis ça. Est-ce que vous onboardez et vous dites à vos utilisateurs: «Ah bah, il y a un airdrop sur ça» et cetera. Mmh. Très, très, très clair. Donc, effectivement, nous, pour l'instant, jusqu'à maintenant, quand même, c'est toujours un peu la stratégie d'essayer de se concentrer sur une base d'utilisateurs assez niche et ensuite un peu en entonnoir, en fait, plutôt enfin, l'inverse que l'entonnoir plutôt. Donc, commencer vraiment avec une base ciblée et ensuite un peu d'élargir de plus en plus. Et donc là, pour l'instant, notre focus, c'était quand même plus les utilisateurs, en fait, nos personas, c'était vraiment des utilisateurs DeFi, donc qui ont déjà, par exemple, la Mmh. MetaMask ou n'importe quelle autre DeFi wallet et qui ont aussi, comme j'ai dit, au moins un échange centralisé. Et nos utilisateurs encore plus pertinents, enfin, pour lesquels on est les plus pertinents, ce qu'on appelle vraiment nos power users, ça va être des gens qui ont plusieurs échanges centralisés et qui naviguent aussi sur plusieurs, DeFi protocoles, sur différentes chains. Donc qui ont vraiment ce besoin, en fait, de faire plusieurs transferts, récurrents et fréquents, en fait, des exchanges vers la DeFi et vice versa. Mais par contre, totalement, nous, en fait, on a cette vision de aussi on pense pouvoir et aussi jouer ce rôle d'onboarding vers la DeFi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la majorité des utilisateurs crypto, ils commencent via les exchanges centralisés. Et on pense que ça va continuer. Donc ça, c'est notre vision, parce que pour l'instant, en tout cas, ils sont très forts d'un point de vue UI/UX, ils ont des gros budgets aussi de marketing. Si on est pragmatique, même si je viens de taper sur les sexes, si tu es pragmatique, ta mère te dit: «Je veux du bitcoin», bon, bah, maman prend Coinbase, Binance, enfin voilà, c'est Voilà. une réalité. C'est ça, exactement. Et donc voilà, donc on sait qu'ils vont être onboardés via les exchanges. Donc nous, d'ailleurs, on peut proposer à l'utilisateur de créer un compte sur un exchange qu'il n'a pas via notre solution. Donc vu qu'on se liste les 12 exchanges, s'il n'a pas par exemple Gate.io et il sait qu'il y a son futur token qui va être listé que sur Gate.io, bah, il peut créer un compte via nous. Donc ça, on fait aussi de l'affiliation là-dessus. Donc c'est une petite source de revenus, mais assez légère pour l'instant. On n'a pas beaucoup de création de Ouais, compte puis via c'est voilà, mais donc il y a ça qui est possible et après par contre le plus important, c'est vraiment, ouais, plutôt onboarder de l'exchange vers la DeFi et donc ça totalement, ça c'est clairement dans la vision. Donc vu que pour l'instant en fait on joue pas ce rôle d'être un DeFi wallet, l'utilisateur il devrait quand même devoir télécharger un autre DeFi wallet pour l'instant. Donc c'est pour ça que nous on estime qu'on pourra vraiment jouer ce rôle de d'onboarder dans la DeFi lorsque nous, même en fait si Store sera un DeFi wallet et ça c'est dans la roadmap aussi, donc pas pour tout de suite, plutôt je pense, fin d'année, voire plutôt début d'année prochaine. Mais donc vu qu'en fait on a déjà cette extension, on a déjà en fait toute l'infrastructure quasiment de prête pour ça. Là l'idée ça serait de rajouter la couche DeFi où l'utilisateur du coup pourrait créer une adresse, publique, donc d'abord dans un premier temps EVM, mais également ensuite non EVM
Et donc ensuite, avec juste une extension qui serait la nôtre, l'utilisateur, il pourra en fait tout faire. Il pourra connecter ses exchanges et aller naviguer en fait sur la DeFi. Et donc, en une extension, il pourra globalement tout faire, CeFi et DeFi. Donc ça, totalement, c'est dans la vision. C'est là où C'est ça devient intéressant, ouais. mmh, Des gens, enfin comme moi ou quand mmh, pour le gain de temps. Vous devriez totalement. apparaître sur des pubs, sur des échanges comme tu as dit, tout à l'heure sur Gate pour que la pub se Mmh, fasse ou sur des protocoles, de DeFi apparaître un petit peu plus pour que l'image, que la liaison se fasse et qu'on se dise: «Tiens, au lieu de le faire à la main, bah, tiens on installe ça». mmh, C'est peut-être, mais il y a moins d'utilisateurs. Je vois que sur les enfin, quand on regardait, je crois qu'il y avait moins de 600 000 vrais utilisateurs sur un DeFi. mmh. Mais on n'était pas si nombreux que ça, et encore, c'est toujours variable, hein, ce chiffre C'est quoi parce que les critères? Je pense qu'il y a énormément de microtransactions. Donc, Mmh. ouais, 600 000, ils doivent se baser sur un minimum de portefeuille. Ça me paraît quand même pas beaucoup. si bah, en final, on n'est pas si nombreux que ça à utiliser la DeFi et puis moi, à part, AAV, enfin, le marché de l'emprunt qui me fascine et je trouve qu'il y a vraiment une utilité, mais après les autres protocoles parfois, bah, Uniswap pour swapper, mais après tous les autres trucs, on n'a pas vu vraiment depuis, quelques mois. Je trouve que, l'innovation sur un DeFi a aller chercher du rendement à droite à gauche sur des nouvelles chaînes qui se lancent, c'est toujours prendre un énorme risque. Voilà, en tout cas, il y a moins de choses qui m'épatent depuis quelques mois et parfois laisser sa liquidité, j'aime bien dire le mot pognon parce que les gens, disent liquidité, mais en vrai, c'est du vrai Mmh, argent. mmh, Parce que quand il y a quand même des hacks, il y a quand même un risque à chaque fois. mmh, Heu, donc même si on est en stablecoin des 2 côtés, il y a quand même un risque bien sûr. et puis il y a toujours les frais aussi pour sortir, où parfois les Mmh, gens, tout va bien, puis au moment de sortir, bah, il y a plus trop de liquidité, puis on se mange, enfin il y a toujours, voilà, avant de faire, l'opération, je rentre tant et j'arrive à sortir tant, voilà, il y a beaucoup de barrières, beaucoup de sauts à faire, faut apprendre et c'est pas facile et je trouve il y a beaucoup moins de choses qui m'épatent, hein. Voilà, le rendement, il y en a encore, mais on peut encore trouver des choses intéressantes, hein, Vélodrome, mais il faut quand même faire tout un bout d'un chemin. Il y a une part de risque, faut alors qu'avant, il y avait vraiment des API à 4 chiffres, 3 chiffres, c'était voilà, Oui, 10 oui, paxes. sauf que, Et depuis, bah, il n'y a pas eu vraiment de révolution, je trouve, ou des choses où on se dit: «Tiens, c'est vraiment pratique pour, la censure, pour, la résilience», pour des choses comme ça. Parce qu'au départ, c'est un peu pour ça, la finance décentralisée. On se retrouve avec des stablecoins, centralisés, qui peuvent être bloqués ou gelés à tout moment. Alors est-ce que le mot, finance décentralisée colle toujours bien? Je sais pas. Et tu vois, enfin, depuis un moment, moi, je m'amuse beaucoup moins sur la finance décentralisée un stablecoin, pardon, un stablecoin pour, enfin, je rouvre une parenthèse JDC. J'ai un article sur les stablecoins, au Journal du Coin. Sauf si c'est, un truc, on va reparler de Pablo Vera, sauf si c'est un truc de style Angle Protocol. Sinon, si c'est Circle, Tether ou un stablecoin à Hong Kong ou c'est pas de la DeFi, Antoine. C'est pas, c'est mmh, deux, je et le catégorise pas non, en mais DeFi. c'est pas si Régulation, centralisé, actualité voilà. crypto, économie même des fois je mets. Tellement pour mmh, moi ça ne rentre plus. Non, mais sur la DeFi, il y a beaucoup moins de choses à faire, tu vois? En activité, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu plus quand même mmh. Ouais. en aller. Moi, je trouve, enfin, moi, j'avoue, je suis pas forcément d'accord. Je vois, en tout cas, je suis d'accord qu'il y a beaucoup moins de d'API faciles à aller chercher, ça oui, parce que, c'est vrai qu'avant, c'était un peu la folie, mais après, il y a beaucoup plus de chaînes. Après, est-ce que c'est plus intéressant? Ouais, tu raison, pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup de chaînes qui se ressemblent et cetera. Je trouve que c'est assez impressionnant quand même de voir tous les layer 1, layer 2, layer 3 qui Ouais. arrivent. Après, on peut se poser la question, vraiment de l'utilité là-dessus. Moi, j'ai des doutes. Après, nous, dans cette idée d'interconnectivité, assez intéressant parce que justement, plus de chaînes on a, plus de partenaires on a et en fait, il y a tous ceux-là qui veulent aller chercher de la liquidité des exchanges. Mais c'est vrai que sur la DeFi, bon, il y a il y a quand même un peu, ouais, en termes de use case, en tout cas, je suis d'accord qu'il y a pas eu il y a pas de gros nouveaux use cases qui arrivaient. Ça, je te rejoins là-dessus, Antoine. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses qui se passent et comme tu disais, Magali, c'est peut-être des choses que, pour l'instant, le grand public n'entend pas, mais en fait, là, il y a des gens qui build, hein. Il y a des gens qui construisent des choses intéressantes et je suis sûr qu'on sera quand même
assez passionné et assez content de voir ce qui va apparaître dans l'écosystème dans les mois Et on et années à venir. Et on l'a vu pendant la semaine, à l'ETHCC. Mmh. Alors, est-ce que justement là, tu n'as pas, une impression de calme parce qu'une Mmh. partie de l'écosystème DeFi préparait le THCC, faisait le THCC, se remettait de le THCC? On entend à ma voix que j'ai encore ma corde vocale qui est à Bruxelles. Donc du coup, il y a ça aussi là, c'est l'été. Derrière, c'est en août, souvent c'est les VC qui sont pas trop là. Mmh. Ça va être calme parce que, moi aussi je suis assez alignée avec Gabriel. Il y a quand même eu, Eigenlayer, L2Bit, heu, C'est voilà, passionnant. DeFi Tu tapes Attack. c'est passionnant, on est passé du minage au POS, 32 Ethereum, ça c'est un peu trop Mais tu lourd. un max. Hop, du coup, maintenant, tu rentres à 1 et du coup, de staking, re-staking, tu vois? Enfin, il y aura Mika 1, Mika 2, Mika 3, tu vois? C'est Ouais. enfin, là, c'était et moi, c'était les narratifs, Gabriel et c'est pas pour être pessimiste, hein, sur la Non, non, DeFi, mais je vois, c'est intéressant, ouais. mais c'est pas, Ouais, on n'est pas d'accord, mais le débat est intéressant, à la Mmh. maison du coup. une histoire, c'est tu vois, c'est les hackathons, moi, ça me passionne d'avoir, mis, quelques mecs, 5 mecs ensemble, qui ont créé Uniswap et dans ces objectifs-là, bah, tu te rends compte que les hackathons, c'est vraiment puissant pour, l'écosystème. Mmh, mais après maintenant il y a plein d'autres, comme tu disais, des technologies qui sont super cool qui arrivent, les ZKP et que maintenant les blockchains qui ne prennent pas cette route, c'était un peu comme les blockchains qui s'opposaient à EVM compatibles. Tu vois, on voit Mmh. certaines routes que tu prends, mais voilà, beaucoup de chaînes, beaucoup de ouais, c'était un peu ce pessimisme, voilà, sur la DeFi où je vois de l'intérêt pour AAV ou plein d'autres protocoles qui y ressemblent sur le Boring. Mais après, les autres trucs, bon, je suis pas trop fan. Mmh. Après, il y a peut-être de l'utilité pour d'autres personnes, hein, mais c'est pas le truc qui me passionne, qui est résilient. Voilà, c'est pas les trucs, enfin, voilà, que la dans la blockchain, je perçois. Et moi, c'est ma Mmh. question, c'est Gabriel, c'était sur les narratives, parce qu'il y a quand même c'est ce que jouent les gens un petit peu, les prochaines narratives de l'IA, le gaming. On voit, bah, c'est un petit peu les 2 où les gens surfent un petit peu dessus. Est-ce que toi, tu en as une en particulier que tu observes ou que tu penses que qui est bien adaptée à la blockchain et qui peut s'installer dans quelques années, en tout cas, refaire Mmh. un bull run? Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, personnellement, l'IA, je crois pas trop, en tout cas par rapport à l'IA X, Web3, blockchain, enfin, un peu la combinaison IA, crypto, moi, je pense que, enfin, voilà. Après, j'ai peu creusé non plus, mais en tout cas, des dossiers que j'ai vus, des gens que je connais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont dit: «Allez, on va merge, on va faire une fusion un peu Fusion. des 2». Ouais, voilà, une fusion des 2 choses qui fonctionnent. IA, parce que là, il y a ChatGPT et tout et crypto. Ah, OK, on va faire une boîte, je fais de la crypto, je fais de l'IA et là, je vais lever des millions et vraiment, enfin, moi, j'ai vu énormément de projets, aux Mmh différents mh. événements. Là, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps à Dubaï, Denver, Bruxelles et même, enfin, voilà, moi, je vois des deals passer, des decks et ça. Il y a beaucoup de projets comme ça. En fait, tu comprends pas trop. Enfin, ils ont juste, on dirait, vraiment essayé de mis des mots-clés, en fait, parfaits, quoi. Mais sauf que le truc a pas beaucoup de sens parfois. Après, il y a des projets, hein, je sais qu'il y a des projets intéressants en IA qui combinent un peu blockchain, mais en tout cas, c'est pas trop là où je pense qu'il y a énormément de valeur à aller chercher. De mon côté, gaming, je connais pas assez, donc il faudrait pas que j'ai pas grand-chose à dire, mais je pense que clairement il y a des utilités. Après, pareil, je dirais qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de gens qui ont juste voulu faire un peu du gaming pour faire du gaming avec de la GameFi et faut se poser la question de la vraie utilité, en fait, après, d'avoir un token et de monétiser un jeu. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie du gaming traditionnel et ils me disent: «Oui, mais en fait, pour eux, ça fait pas du tout de sens puisque, un jeu, c'est fait pour jouer et pas gagner de l'argent». Donc pourquoi on mélangerait, en fait, voilà, plutôt finance et gaming? Moi, sinon, sur les narratives en particulier, j'avoue que risk-taking, ça me fait un peu peur aussi, je suis pas très serein là-dessus parce qu'en fait, à chaque fois, on rajoute du risque et voilà, c'est jusqu'à où? On fait un risk-taking de risk-taking et cetera et je pense que c'est assez dangereux. Donc ça, je suis pas extrêmement bullish, là-dessus. Alors Heu, mmh, techniquement, après en fonction du projet auquel tu parles, mais sur les projets majeurs de restaking, c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux normalement. mmh. Si, Ouais, normalement, ouais. normalement parlant et cetera, Ouais. je te laisse, Ouais, non, tout continuer. à fait, c'est ça. Bah, c'est ça, merci pour l'important, c'est ça, c'est normalement, mais non, voilà, moi, sincèrement, je suis assez bullish plus sur les,
sur ouais, tout ce qui est ZKP, vraiment, je pense que c'est très intéressant en termes de UX, parce qu'on dit souvent que pour justement onboarder des milliards d'utilisateurs, là, ce qui nous manque dans la DeFi, ça va être vraiment euh, voilà, la mass adoption. Et donc, ce qu'on doit, c'est vraiment améliorer l'UX. Et donc là, je sens que voilà, le zero knowledge proof, ça peut vraiment aider, tout ce qui est account abstraction. Donc, moi, comment je vois la blockchain, c'est que plus tard, il y aura énormément de gens qui vont utiliser la blockchain, mais utiliser la DeFi, avec des technologies de ZKP, d'account abstraction. Donc, en fait, ils ne sauront même pas qu'ils utilisent la DeFi, le Web3, mais en fait, ils l'utiliseront, entre guillemets, un peu en back-end. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que voilà, la blockchain a de très beaux jours devant elle, mais plus vraiment plutôt en back-end, donc pas forcément directement en fait en interagissant de manière extrêmement directe avec l'utilisateur. Et donc c'est aussi pour ça que je me dis que potentiellement quand même toutes les chaînes qui voient le jour, donc voilà, Layer 1, Layer 2, EVM, non-EVM, je pense que je me dis qu'il y en a un peu trop. Pareil, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une grosse narrative en fait, si tu veux lever, c'est quand même plus simple si tu crées ta nouvelle chaîne. Il y a plein de projets de protocoles qui C'était créent même leur la chain. question, THCC, je sais pas si tu as Ouais, remarqué. TEVM. ouais, non, totalement. Donc, Donc ça d'un côté je me dis que c'est peut-être un peu trop, mais de l'autre je vois qu'il y a vraiment des vrais use cases. Et par exemple à l'ETHC j'avais fait une table ronde avec des gens dans le RWA, Real World Asset. Et là c'est une des choses où je suis assez bullish. Donc pour répondre à ta question Antoine, je dirais RWA ça me paraît assez intéressant. Donc l'idée de tokeniser des actifs dans la vie réelle. Donc là au moins je vois qu'il y a un vrai cas d'usage, parce qu'on fait vraiment ce lien entre vie réelle et blockchain, où là du coup on va pouvoir tokeniser n'importe quel, donc voilà, des biens immobiliers, des vins, quoi que ce soit. Et J'ai donc là, il y a toujours plein peur de cas de d'usage, quoi. j'ai toujours peur après quand je regarde la profondeur qu'on peut y mettre, Mmh. la liquidité qu'il y aura. Est-ce que le floor, en fait, c'est un peu bidon parce que ça peut être, manipulé, acheté, enfin, en dessous, enfin, bref, Ouais. Oui, c'est oui, oui, parfois il y a des problèmes, mais mais ouais, c'est de la narrative me plaît. Et par exemple, sur les NFT, vous faites pas du tout. Du coup, c'est que les jetons. C'est des stores, par exemple, sur Binance, quand tu peux pas aussi envoyer, vous faites que les jetons. On peut pas envoyer, tu sais, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'échanges qui acceptent, avec leur wallet, la partie NFT. Vous faites pas ou vous allez peut-être faire? On n'a pas parlé de la roadmap aussi, mais Ouais. mmh. c'est le côté NFT et la roadmap. Est-ce que c'est quelque chose que c'est un choix de ne pas inclure les NFT ou de pouvoir faire transiter, les NFT, d'un échange à la DeFi ou tu vois, d'une chaîne? Je crois pas que Mmh. ça existe beaucoup ça. Ouais, non, totalement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Donc actuellement, en fait, pendant un moment, on les avait intégrés. Il y avait juste c'était assez compliqué à supporter. Donc pour l'instant, c'est pas, là, pour l'instant, c'est pas à nouveau intégré. Mais donc comme tu l'as dit, techniquement, il y a beaucoup d'échanges centralisés qui acceptent justement, qui vont leur marketplace et en fait, tu peux recevoir et envoyer des NFT. Donc en fait, pour les échanges centralisés qui fournissent ça, on pourrait effectivement l'intégrer. Donc ça m'intéresse de voir à quel point il y a de la demande. Donc, si aussi nos utilisateurs, que j'invite à tester le produit, et s'ils nous disent que, par Mmh. exemple, voilà, ils aimeraient vraiment pouvoir aussi transférer, leur NFT, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi, réactiver assez facilement. C'est juste, voilà, plus on active de choses, bah, plus on a du travail côté maintenance. Donc, voilà, mais c'est totalement possible, ouais. Mmh. Bah, avec les reward assets, je trouve que c'est toujours, les Mmh. RAW, je trouve que c'est toujours intéressant parce que tu as, par exemple, quelques sociétés, qui vont t'envoyer un token, bon, il va dérouler, il va briller un petit peu, mais si tu peux, en plus le voir sur ton, wallet de temps en temps quand tu vas vérifier que tu as toujours tes actifs, c'est toujours plus rassurant. Et Donc c'est c'est là vrai. où Mmh. c'est là où ça rejoint ce que disait Gabriel sur une utilisation un petit peu plus, ignorée, de la blockchain. Les RWA, ça arrive, tu prends, le projet Realty. Realty arrive à onboarder des gens qui sont plus, intéressés par le côté immobilier que par le côté, blockchain et du coup, je sais même Mmh. pas, il y en a, ça se trouve, ils ont investi dans Realty, je sais même pas. Alors bien sûr, ils ont un wording qui fait que tu sais que tu utilises la blockchain, mais je sais Mmh. même pas s'ils sont, au courant. Tu as également un peu ces exemples-là, sur tout ce qui est, Microsoft. Alors tu sais, c'est leur journée, mais c'est pas grave, je vais parler en bien d'eux. Mmh. Microsoft avec leur filiale Azure, Mmh. ils ont fait tout un truc autour. Au début, c'était le métaverse industriel et cetera.
Le but, c'est de construire un avion à distance, de faire tel truc à distance avec les ingénieurs qui sont dans un pays et l'usine qui est dans un autre pays. La réalité, c'est que les échanges d'informations, etc., se font via la blockchain utilisée par Azure. Alors, je sais plus si c'est leur propre blockchain ou pas. Le but, c'est pas de. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as une utilisation industrielle, professionnelle du secteur et avec des employés qui sont peut-être même pas au courant de la même manière. C'est un exemple que j'utilise souvent sur la chaîne. Tout ce qui est traçabilité alimentaire, il y en a beaucoup qui se fait sur la blockchain maintenant. Je sais pas si le mec qui fait qui fait sa traçabilité dans son Mmh. restaurant, il est au courant qu'il utilise la blockchain. Pour lui, c'est sur Internet. Mmh. C'est Non, pas. totalement, ouais. C'est vrai que ça fait totalement sens. Donc ouais, je vois aussi effectivement ces use cases, c'est ça. C'est même en fait, en fait, on peut le voir un peu comme avec internet où en fait le protocole d'internet vraiment c'est aussi un protocole. En fait, il y a personne qui l'utilise. Maintenant, les gens utilisent plus les surcouches, voilà, Google Chrome, et cetera. Donc effectivement, moi je vois un peu l'écosystème blockchain et même DeFi, un peu comme ça et je me dis que plus tard également, bah, des produits DeFi, seront intégrés par exemple potentiellement dans des banques, que ce soit les banques d'aujourd'hui ou des futures banques qui verront le jour si les banques, actuelles par exemple, sont pas assez intelligentes, pour prendre le pas et évoluer avec, l'évolution de la DeFi, quoi. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, quand je pensais là d'un coup au wallet, il y a Adrien qui a rejoint, Azure, c'est le cloud de Microsoft, hein. Je checkais là quand Mmh. même que j'avais pas dit de bêtises. Pardon. mais tu avais Adrien, de Stake Labs qui a rejoint, l'équipe du wallet XDeFi et Mmh. depuis, bah, l'intégration de toutes les chaînes Cosmos, je crois qu'en 1 mois ou 2 mois, le wallet maintenant supporte toutes les chaînes de Cosmos. Donc c'est vrai que parfois, Mmh. il suffit d'intégrer vraiment un bon dev et en fait, ça peut aller très vite après pour ces wallets et puis, après ils peuvent peut-être incorporer d'autres solutions. Mais c'est vrai que les wallets parfois peuvent aller très, très vite en fait, hein. Il suffit qu'ils recrutent une personne qui a été à fond, Cosmos et puis, toutes les chaînes ont été rajoutées en 1 mois. Donc parfois les wallets vont très vite, et supportent d'un coup, bah, beaucoup plus de chaînes donc, peuvent, onboarder beaucoup plus de personnes parce que quand c'est facile de passer d'un jeton à un autre, d'une chaîne à une autre en restant sur le wallet, heu, sans aller sur, la dApps en question, bah, pour moi, on gagne du temps et le risque de se faire, ficher ou d'être, voilà, d'aller sur une fausse URL. Pour moi, c'est vraiment le point fort, de ces Mmh. stores. Mmh. On commence à Ça fait arriver partie des Mmh. Pardon, on commence à arriver un petit peu Mmh. sur notre format. Il nous reste, 2 petites questions. La première serait un petit peu de savoir si tu as en ce moment, une chaîne YouTube, un livre, voilà, quelque Mmh. chose à nous conseiller en lien avec la crypto ou en lien avec l'entrepreneuriat. C'est gentil. Ça, c'est vraiment ton choix. Tu vois, notre Mmh. dernière invitée, Mmh. Carlita, elle nous a dit, «Moi, je fais de la crypto», avec son accent. Moi, je fais de la crypto toute la journée, je regarde pas des chaînes YouTube sur la crypto. Donc voilà, n'hésite pas si c'est Ouais. pas crypto. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, non, je rejoins Carlita, mais si, ouais, je fais quand même beaucoup de enfin, je regarde peu de choses en dehors de la crypto. Mais non, mais oui, bah, là, du coup, Antoine, il montre quelque chose d'intéressant, Blockwave. Exactement. Donc ça, c'est ouais, pour la petite info, c'est un média qu'on a lancé avec un autre entrepreneur, de la DeFi, donc Alexis Maillet, de Lobster Protocol, qui est voisin, en fait, bah, qui est mon colocataire, pour tout vous dire, et aussi, du coup, voisin à Station F. Et donc, ouais, on a lancé ça en parallèle de nos boîtes. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un média très, très DeFi où, voilà, avec des vidéos et aussi, là, on a un compte Twitter avec d'autres personnes qui nous accompagnent là-dessus. Donc ça, ouais, je vous invite à regarder si ça vous intéresse avec, On est abonné. voilà. Ça fait plaisir, ouais. Au top, au top. Et donc Non, puis peut-être c'est qu'il cool, y ça se aura peut-être des complète vraiment collaborations avec aussi, hein. ça se complète très bien avec nous. D'ailleurs, s'il y a des Mmh. auditeurs qui veulent, approfondir des notions DeFi qu'on a pu voir, hésitez pas puisqu'il y a certains protocoles où on est allé, on les a vus, revus, explorés, je pense à Starknet, Cairo, tout ça. Mais il y en a d'autres où à l'inverse, soit on les a pas encore abordés, on le fera, Mmh. soit, nous n'avons pas encore pris le temps, d'aller dans le détail. Également GameFi, tout ça, Mmh. ça reste des niches qu'on traite pas nécessairement, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est toujours très intéressant et constructif. Mmh. Totalement, totalement.
Hem, Et ben, oh bah, vas-y Antoine, pardon. j'allais te remercier, Gabriel, pour être, venu, sur la chaîne. Au plaisir, de te recevoir, bah, pourquoi pas dans un an. Et puis Mmh. on invite toutes les personnes à s'abonner et à liker la vidéo s'ils ont aimé. Et puis, à bientôt Gabriel. Merci. Merci à Salut. vous, à très vite. À plus, merci.